Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les dessous de la langue. Pourquoi dit-on briller par son absence, fait comme un rat ou encore chanter à tue-tête? Bienvenue dans les dessous de la langue, l'épisode qui met la langue française à l'honneur. Imagée, vivante, évolutive et parfois fantasque, la langue de Molière est riche d'inventions. Et c'est justement cette variété que je vous propose d'explorer avec moi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour explorer ensemble l'origine d'une expression un brin essentialisante, stéréotypée, mais qui reste malgré tout assez usitée dans le langage courant. Être fort comme un Turc. Sous-entendu, être doté d'une force quasi surhumaine. Et je remercie à cette occasion d'ailleurs Fabien qui m'a suggéré l'expression du jour pour cet épisode. Généralement utilisée pour désigner la force et la musculature d'un homme, oui, manquerait plus que les femmes soient musclées en plus. Bref, cette expression dispose déjà d'un âge fort honorable et vénérable, puisqu'on l'utilisait déjà il y a 500 ans. Mais avant de voir ensemble comment le peuple turc est devenu synonyme de puissance, de force et aussi de terreur, je vous invite à vous abonner pour celles et ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne. Et pour les anciens, les habitués, les vieux loups de mer des dessous de la littérature, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, cela m'aide énormément à mieux faire connaître mon contenu. Alors d'où vient précisément cette expression? Eh bien pour comprendre l'association entre les Turcs et la force, il faut remonter au temps de l'Empire ottoman, et notamment de ses conquêtes et extensions territoriales, et plus précisément encore, au XVe siècle. Vous vous souvenez de cette date portée en étendard dans les manuels d'histoire? Mais si, le fameux 1453, chute de Constantinople, qu'on nous a tous et toutes fait apprendre par cœur. Eh bien c'est à cette époque que nous emmène l'épisode du jour. Car voyez-vous, ce n'est pas un hasard si les historiens ont retenu 1453 comme borne chronologique qui sert à souligner le changement, voire le basculement d'une époque à une autre. En l'occurrence, et même si bien sûr aujourd'hui on ne s'en souvient pas de manière émotionnelle, à l'époque, 1453 marque la fin d'un siège historique autour de Constantinople et qui aboutit le 29 mai de la même année à la prise de la ville par l'armée ottomane conduite par Mehmed II. On pourrait se dire, certes, ce n'est qu'une bataille et la chute d'une ville, en bref un événement isolé, unique, sauf que cette chute de Constantinople est le marqueur historique de la disparition de l'Empire romain d'Orient, aussi connu sous le nom d'Empire byzantin. Sa disparition donc, et ce de manière définitive en tant qu'entité politique et juridique. Et cela, voyez-vous, ce n'est pas anodin. Rappelons tout de même que l'Empire byzantin est apparu au IVe siècle après Jésus-Christ dans la partie orientale de l'Empire romain et va subsister, tandis que l'Empire romain, lui, va progressivement se diliter. Finalement, l'Empire byzantin devient en quelque sorte l'héritier de la Rome antique et va se caractériser par sa longévité. Constantinople est d'ailleurs directement relié à sa création dans la mesure où la plupart des historiens, bien que pas tous, s'accordent sur le fait que c'est l'an 330, date de création de Constantinople, comme capitale de l'Empire byzantin par Constantin Ier, qui marque le début de cet empire. Par sa situation géographique, à cheval entre l'Europe et l'Orient, par son héritage romain et par sa religion chrétienne, l'Empire byzantin avait aux yeux des élites européennes une place politique et identitaire toute particulière. Et pour en revenir donc à la chute de Constantinople, le siège débute en avril 1553 et se place dans le contexte d'une véritable remontada de l'Empire ottoman, tandis que l'Empire byzantin, lui, vivote avec difficulté autour de Constantinople et du Péloponnèse. L'Empire ottoman contrôle à cette date l'Anatolie et une bonne partie des Balkans, et c'est avec une armée de 80 à 100 000 hommes tout de même que ce dernier arrive pour assiéger Constantinople. Autant dire qu'en face, Constantinople fait pâle figure avec son armée de 7000 pauvres hommes. La suite découle presque mathématiquement de cette asymétrie. Le 29 mai donc, la ville tombe et Mehmed II fait de Constantinople la nouvelle capitale de son empire, capitale que l'on connaît aujourd'hui évidemment sous le nom d'Istanbul. Et là, normalement, c'est le moment de l'épisode où j'ai potentiellement perdu une partie d'entre vous qui pestent dans leur barbe en se disant que vous n'êtes pas venu ici pour écouter un cours d'histoire. Je vous l'accorde, mais pas totalement. Parce que les mots ont une histoire, et cette expression fort comme en turc charrie avec elle tout l'impact profond que la chute de Constantinople a eu sur l'Occident, puisque l'Empire byzantin était justement considéré comme un rempart, une zone tampon dans le cadre des rivalités entre le monde chrétien et musulman. Rien d'étonnant donc qu'à la suite de la chute de Constantinople et l'expansion de l'Empire ottoman, soit apparue rapidement l'expression fort comme un turc, puisque ces derniers devinrent associés à l'image de guerriers puissants et impitoyables suite à leurs nombreuses victoires militaires.
On dit aussi que le roi François Ier, portant l'armure turque que le sultan Soliman le Magnifique lui aurait offert pour sceller leur alliance en 1536, se serait exclamé « Me voici désormais fort comme un Turc ». Et voici comment se conclut notre épisode du jour. Vous savez désormais d'où vient l'expression « fort comme un Turc », même si son sens, à la fois élogieux et rempli de crainte à l'origine, c'est aussi teinté d'une connotation fortement négative au fil des siècles et a été employé pour dénigrer le peuple turc considéré comme barbare. J'espère que cette anecdote vous a plu et si vous en voyez d'autres à analyser, n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire de cet épisode ou sur les réseaux sociaux. Le lien du profil est directement en description du podcast. À la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote littéraire et d'ici là, portez-vous bien.